merci Madame Desmesures pour cette idée et de ce que vous avez fait pour ça. Je ne vais pas m'étaler trop sur la drépanocytose parce qu'il y a des spécialistes ici qui vont parler plus que moi, qui la connaissent mieux que moi parce que en plus c'est leur domaine et je les remercie d'être venus et d'assister donc à cette conférence. Cette réunion sur la drépanocytose, elle s'inscrit dans un cycle des rendez-vous de la santé organisé avec mon équipe de la mission santé de la ville d'Orléans et je salue d'ailleurs ici Christelle Bourgeois et puis par la pensée Jeanne-Marie Desmorin et Marie-Christine Bell parce qu'elles font un énorme travail à mes côtés et bien au-delà de ces rendez-vous de la santé sur toute la question notamment des formations en médecine actuellement sur Orléans. Tout ça, vous devez suivre aussi bien qu'il s'agisse de la faculté de médecine à l'université, qu'il s'agisse de l'accord de coopération avec Zagreb, qu'il s'agisse de beaucoup d'autres choses. Donc c'est vraiment au four et au moulin en permanence. C'est toujours très délicat, les réunions de drépanocytose. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Et pendant les réunions, on voit très peu de monde. Et je suis très agréablement surpris. C'est une bonne surprise de voir qu'il y a autant de monde ce soir. Merci infiniment. Alors, on m'a demandé de parler de la douleur. Et je me sens toujours incapable de parler de la douleur. Les personnes les mieux placées pour parler de la douleur, ce sont les patients. Donc, j'ai demandé à ce que les patients témoignent, dire ce qu'ils ressentent. C'est forcément de cette façon qu'on va voir, on va mieux comprendre ce qui se passe. Oui, venez, venez. Je pense qu'on va les faire asseoir ici. Et chacun va témoigner à tour de rôle. Et après, je vais faire ma présentation. C'est une très bonne opportunité pour moi de pouvoir témoigner ce soir de ce que je ressens de la maladie et également informer ceux qui sont présents dans la salle. Alors, la drépanocytose, je peux dire que c'est une maladie assez handicapante. Bon, personnellement, moi, je l'ai depuis que j'étais tout petit. Et je peux dire que j'ai vécu pas mal de souffrances jusqu'ici. Mais aujourd'hui, je peux dire que aussi, j'ai évolué, c'est-à-dire que j'arrive à mieux supporter la maladie parce que plus on grandit, plus on s'adapte à la maladie et à ses complications. Bon, concernant la douleur, en fait, c'est une maladie où on a souvent des crises assez fréquentes. Parfois, ça peut aller aussi jusqu'à des semaines. Mais ce sont des douleurs vraiment atroces parce que c'est au niveau des articulations et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un handicap parce qu'on n'arrive à rien faire parfois et tout. Parfois, j'arrive pas à suivre mes cours parce que quand j'ai les crises, j'ai mal partout et tout, je ne peux rien faire. Et également aussi, comme l'a dit tout à l'heure ce monsieur, on est souvent anémié. J'aimerais finir par des remerciements à ma chère mère qui n'est pas là, malheureusement, parce qu'elle m'a supporté, elle a supporté la maladie avec moi et elle a tout fait pour moi. Elle m'a mis à l'hôpital tout le temps et tout. C'était pénible. Mais aujourd'hui, je rends grâce parce que je suis devenu une personne qui arrive à mieux supporter la maladie. Je m'appelle Mariam Touré. Depuis j'ai 7 ans, ma maladie ça a commencé. J'ai grandi comme ça. J'étais en Guinée. Chaque fois, je suis à l'hôpital. C'est là-bas. Je ne peux pas marcher. Je ne peux pas partir. Chaque fois, les maladies. Ça fait 13 ans. J'étais dans la chambre. Je ne peux pas marcher. Même ici, si j'ai marché un peu, j'ai tombé. Je suis soignée sur Dr Condé. J'ai eu la drépanocytose jusqu'à ma naissance. Je ne pouvais ni marcher ni faire rien. La douleur drépanocytaire, quand je pose la question aux patients, ce que j'entends, c'est comme si on est en train de broyer leurs os ou si on est en train d'enfoncer un marteau-piqueur dans les os jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent. J'ai vu un patient qui m'a dit
c'est comme si on me perfusait avec de l'eau à 1500 degrés. Donc j'ai sursauté et il m'a dit non, c'est 3000 degrés. Donc quand on entend les mots qui sont mis sur la douleur, la plupart des patients, je pense que c'est ce qu'ils redoutent en premier, c'est de voir cette douleur arriver progressivement. Une fois j'ai été appelé, j'étais à l'hôpital avec une patiente et par cycle, elle criait, elle a dit c'est comme une voiture qui passait sur elle. Donc ça passait par cycle. À un certain moment, on a fait tout ce qu'on pouvait. Le médecin ne pouvait pas, elle n'a pas eu de soulagement. Le médecin s'est mis sur le lit avec elle, elle a tenu longtemps. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Elle est descendue en réanimation pour être anesthésiée. Parce que la douleur, on ne parvenait pas à surmonter. Donc voilà ce que ça représente. Comme j'ai dit au départ, je suis président de l'association Doris à Strasbourg. Nous organisons chaque année un congrès international sur la maladie. Alors, la drépanocytose, on sait que c'est une maladie génétique, ça touche l'hémoglobine, ça déforme les globules rouges. Donc il y aura une occlusion dans les microvaisseaux. Ça va créer des crises douloureuses, ce qu'on a entendu tout à l'heure. Et les conséquences de cette hémoglobine non fonctionnelle sont nombreuses. Il y a l'anémie, mais il y a beaucoup d'autres choses. Ici, je montre comment ça se passe. On a en haut, donc ici, un vaisseau normal avec des globules rouges normaux. Donc le sang va circuler normalement. Ici, en bas, on voit que les globules rouges qui sont déformés vont obstruer le micro-vaisseau. Et c'est ce qui va entraîner la crise. La crise, avec cette obstruction des micro-vaisseaux, il y a ce qu'on dit en jargon, il y a de l'hypoxie, un manque d'oxygène. Et c'est ce manque d'oxygène dans tout l'organisme qui va créer donc, cette douleur dont on parle. Ce manque d'oxygène veut dire nécrose progressive de tous les organes qui peuvent être touchés. La drépanocytose, c'est une des maladies qui touche tous les organes du corps et qui touche tous les domaines de la médecine. Chez les Indiens, plutôt, ils ont trouvé une autre thèse pour lutter contre la douleur. C'est le déni. Ils disent que supprimer le déni, c'est supprimer la souffrance. Donc, ça, c'est leur méthode. Ce qui est intéressant ici en France, c'est que la douleur est considérée comme une maladie. Donc, même si on a d'autres maladies, on n'a pas le droit de souffrir. On fait une chirurgie, la première chose qu'on essaie de faire, la personne ne doit pas souffrir. Donc, la définition depuis 2 ans de la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée ou ressemblant à celle associée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles. On a plusieurs types de douleurs. Il y a la douleur aiguë, donc cette douleur limitée dans le temps et disparaît avec le traitement. Il y a la douleur chronique, donc là on va rentrer dans une douleur pathologique qui s'installe dans la durée et qui ne disparaît pas forcément une fois le problème à l'origine traité. La douleur est classifiée en 3, il y a 3 classifications. Il y a une douleur, il y a la classification temporelle, c'est-à-dire qu'elle est aiguë ou chronique. Étiologique, c'est-à-dire l'origine de cette douleur. Ça peut être d'origine chimique, ça peut être des maladies, il y a plein d'origines, plein de choses qui sont liées à ça. Et puis on a la partie physiologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le corps lorsqu'on sent la douleur. Avec cette classification, on a trois types de douleurs. Il y a les douleurs qu'on appelle nociceptives. Je vais montrer un schéma tout à l'heure pour le montrer de façon plus simple. Il y a les douleurs neuropathiques et la douleur centrale. Les douleurs nociceptives se manifestent souvent de façon lancinante mais permanente. C'est des douleurs qu'on ressent permanemment au long de la journée. On a fait par exemple une étude, on a donné un cahier aux enfants qui souffrent de la drépanocytose. Pendant 6 mois, on leur a demandé de noter dans le cahier s'ils ont mal ou pas. À notre grande surprise, on a vu que tous les jours, en fait, pendant 6 mois, ils avaient toujours mal quelque part. Et quand la douleur devient vraiment insupportable, c'est là qu'ils vont à l'hôpital. Donc, c'est une douleur qui est permanente, chaque jour, avec les patients. Alors, on arrive aux composantes de la douleur. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il y a la composante
qui est sensitive. Donc la notion de nociception revient toujours, c'est-à-dire c'est par rapport aux neurones, ce qu'on ressent, l'influx nerveux qui va faire que la personne va sentir la douleur. Il y a la composante émotionnelle et affective, c'est-à-dire dans quel contexte la douleur a lieu. L'exemple qui est souvent donné, c'est pour ça que les gens parlent de subjectivité. La composante cognitive, c'est le mental. Quelle est la réaction psychologique, mentale que les patients ont envers la maladie. Et la douleur de la drépanocytose, il y a une composante de cette maladie dont on commence pas à beaucoup parler, c'est le côté mental des patients. Parce que souffrir, comme on dit, tous les jours, avoir de la douleur, on finit par s'habituer. Voilà, pas s'habituer forcément, mais ça crée quand même de l'inconfort chez la personne. La qualité de vie n'est pas la même. Et puis la composante comportementale de toutes ces manifestations. Comment la personne réagit. Il y a des gens qui vont se recroqueviller, qui ne vont rien dire pendant toute la journée. Il y a d'autres qui vont crier. Chacun a un comportement qu'il adapte par rapport à la douleur. Donc par rapport à cette perception de la douleur, il y a plusieurs, comme je dis, plusieurs sous-composantes. Donc il y a la composante culturelle. Je vois bien, il y a beaucoup de femmes africaines ici. Quand on voit nos mamans accoucher en Afrique, on n'a pas le droit de crier pendant cette souffrance. On n'a pas le droit, alors qu'elles ont les mêmes douleurs. Il y a des gens qui ne ressentent pas la douleur. Alors, imaginez des gens qui prennent une casserole ou qui mettent la main dans l'eau bouillante et qui ne sentent rien. Et ça existe. Donc la douleur au départ, c'est un rôle d'alarme pour l'organisme. Malheureusement, par rapport aux douleurs pathologiques, il y a un problème. Donc, ces maladies génèrent des douleurs chroniques devenues pathologiques et parfois, ces douleurs sont souvent intenses et résistent à la médication de nos jours. Donc, on cherche ce qu'on appelle des inhibiteurs de la douleur, c'est-à-dire soit des clés pour entrer dans ces douleurs, voir ce qui se passe à l'intérieur et savoir comment la traiter, ou carrément bloquer la porte pour que la douleur n'arrive pas. Merci de votre attention. Effectivement, c'est la définition qui est contredite, comme l'a dit mon prédécesseur, parce que cette définition ne concerne pas les enfants qui ne s'expriment pas, les tout petits. C'est pourquoi dans la nouvelle définition, ils ajoutent semblant. C'est-à-dire, même si l'individu ne s'exprime pas, on doit le sentir, on doit l'observer. Mais même ça, c'est un peu erroné, parce que parfois, il peut se sous-estimer. Ce qui est important de savoir, c'est des patients qui ont une douleur chronique, parfois aiguë, mais qui s'adaptent à un certain seuil de douleur. Tout à l'heure, vous avez entendu Mamadou dire que parfois ça le dérange dans sa scolarité, mais parfois il peut être en crise et aller à l'université. Parce qu'il y a des seuils auxquels il se dit « Non, je suis habitué à ça, ça ne me dérange pas ». Il prend les antidouleurs, mais il va faire ses activités. Mais une autre personne qui n'est pas drépanocytaire ne pourra pas travailler dans ces conditions. Parce que la douleur devient plus importante. Et chaque antalgique, chaque antidouleur est adapté à ce seuil. Quand ils nous disent « Non, j'ai pas mal », nous on garde le palier 1. C'est l'une des rares maladies où le patient nous dit « J'ai plus mal ». Mais on garde le paracétamol et l'ibuprofène, on ne l'arrête pas. Parce que nous savons qu'il y a un seuil minimal qui est là. Et après, quand ils disent « J'ai mal à 4, 5 », on dit « Oh là là, c'est que la douleur est vraie et importante, on y va. On va au palier 2, il se cote 4 ou 5, on dit « Non, il n'est pas soulagé, on va sur la morphine ». Et parfois, ils ne sont pas du tout soulagés malgré la morphine. Pourtant, la morphine, c'est un antalgique à certaines doses qui endort le malade. Même endormi, il reste douloureux. C'est pourquoi on va vers nos collègues de l'EFS, de la transfusion, pour dire qu'ils ne sont plus efficaces sur la morphine. Parfois, moi, j'associe la kétamine. La kétamine, c'est un anesthésique à forte dose. Mais j'utilise une dose minimaliste pour pouvoir agir sur cette douleur. Mais parfois, ça ne suffit pas.
Pourtant, c'est associé à la morphine. Et là, je vais sur les échanges transfusionnels. Et en baissant, je saigne et j'apporte du sang normal. Le S que vous voyez là, chez certains patients SS, va jusqu'à 80%. Normalement, c'est 0%. Ça ne doit pas exister. Certains ont de l'hémoglobine A à 0%, l'hémoglobine normale à 0%. Ça veut dire que les 90% sont malades. Donc, en baissant, en saignant un peu, on baisse l'hémoglobine S, on leur apporte du sang normal pour pouvoir les oxygéner. En ce moment, les globules rouges captent l'oxygène et ils sont susceptibles d'enlever les bouchons qui se sont constitués et qui expliquent la douleur. Bon. Voilà, donc c'est pourquoi je conseillerais beaucoup à Madame Desmesures d'aller vers les populations africaines pour les dons de sang, les encourager, parce que je n'ai pas fait de statistiques, mais chaque fois que je vais à la campagne de dons de sang à l'hôpital, je vois très peu d'individus venant de ces populations. Alors que ce sont les vrais donneurs, on a les mêmes phénotypes qui s'adaptent plus. Parce qu'à force de transfuser ces malades-là, ils finissent par développer des auto-anticorps. C'est-à-dire qu'ils développent des anticorps dans leur sang qui peuvent détruire tout sang qu'on va leur apporter. On est parfois confronté à des hémolyses post-transfusionnelles qui nous disent qu'on ne peut plus transfuser, on va se débrouiller à l'hémoglobine qui est faible. Du fait de la méconnaissance de la maladie. La population ne connaît pas trop. Et dans les facultés de médecine, on les enseigne la drépanocytose en 10-15 minutes dans un tas de pathologies de l'hémoglobine. Donc ce qui fait que nos internes qui arrivent ne connaissent pas du tout la maladie, on est obligé de les former. Nous-mêmes sommes partis, il y a un diplôme spécifique que pour la drépanocytose. Que pour la drépanocytose. C'est dire que la maladie est très importante et elle est évolutive. Parce que quand moi je venais d'arriver en mai 2010 à Orléans, on avait une vingtaine de malades. Aujourd'hui, on a plus de 150 patients pédiatriques et on a 85 patients adultes. Donc la maladie a vraiment évolué. On pouvait voir en hospitalisation un malade et attendre 2 semaines pour voir un autre malade hospitalisé. Mais là, actuellement, on a 3, 4, 5, parfois même 6 hospitalisés la même semaine. Il y a des facteurs qui déclenchent les crises, notamment tout ce qui déshydrate peut déclencher les crises. La chaleur, il faut qu'ils s'hydratent, il faut qu'ils boivent. Et tout ce qui est fièvre, des fièvres élevées, les déshydrate. Donc il faut qu'ils s'hydratent pendant les fièvres également. Et il y a ce qu'on appelle l'hypoxie. Tout ce qui baisse le taux d'oxygène dans le sang. D'abord, ils ont des globules rouges falciformés qui captent mal l'oxygène. Donc, s'ils sont dans des conditions d'altitude ou dans d'autres conditions d'hypoxie, donc ça s'aggrave également. C'est-à-dire les globules rouges souffrent, se collent dans les vaisseaux et bouchent. C'est ce qui déclenche la douleur. Donc, lorsqu'ils ne sont pas soulagés, je les conseille toujours de ne pas attendre pour 24 heures. Parce que quand vous prenez le palier 1, vous n'êtes pas soulagé. Au bout de 30 minutes, vous prenez le palier 2, vous n'êtes pas soulagé, c'est que la question se pose. Le paracétamol qui doit être pris tous les 6 heures, quand ils le prennent, ils ne sont pas soulagés. Ils prennent du tramadol, ils ne sont pas soulagés. Ils ne peuvent pas attendre 6 heures. Dans les 2-3 heures, ils sont capables de le reprendre. Alors que le maximum de dose chez un adulte, c'est 4 comprimés par jour. Parfois, on peut se retrouver, il y en a qui ont pris 8 comprimés en moins de 12 heures. La morphine soulage juste la douleur du moment, mais l'essentiel du traitement, c'est l'hyperhydratation, la perfusion de l'eau. On leur administre de l'eau pour hydrater le sang. On augmente le volume du flux sanguin pour pouvoir lever l'obstacle. Donc, le sang des drépanocytaires est visqueux parce qu'il y a l'hémolyse, les globules rouges meurent régulièrement, plus facilement, du fait de la fragilité. Donc, leur circulation est ralentie souvent. C'est le fait de boire, de s'hydrater, qu'ils augmentent le flux sanguin. Et par conséquent, le volume sanguin, dès que les bouchons commencent à se former, le volume sanguin le repousse. Donc c'est le premier traitement. Quand ils sont hospitalisés, la morphine et d'autres antidouleurs agissent sur la douleur tout de suite. Mais nous, notre objectif est que l'occlusion soit levée. Tant que l'occlusion n'est pas levée, la douleur est encore là.
Équipe des bénévoles de l'association du Loiret. Nos missions et actions, bien sûr, c'est sensibiliser au don de soi via une présence sur les collectes de sang avec le précieux soutien de l'établissement français du sang, on l'a souligné tout à l'heure, sans qui, effectivement, nous ne pourrions pas organiser ces collectes. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, il n'existe pas de produit capable de se substituer au sang humain. Le don du sang est donc indispensable. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de l'engagement et de la solidarité de tous pour répondre aux besoins grandissants des malades. Il faut savoir que chaque année, 1 million de personnes vivent grâce à la générosité de nombreux donneurs. Alors en moyenne, il faut savoir qu'un donneur donne 1,6 fois par an, sachant qu'un homme peut donner jusqu'à 6 fois et qu'une femme peut donner jusqu'à 4 fois. Donc vous voyez, il y a encore de la marge. Alors il faut savoir qu'effectivement, les besoins, en raison du vieillissement de la population, sont croissants. Donc il est important de constituer une réserve de produits sanguins. Et nous, de notre côté, notre rôle, c'est effectivement de mobiliser encore plus les donneurs et bien sûr d'en recruter des nouveaux. Donc moi, ce que j'apprécie effectivement, c'est je te l'ai déjà dit, c'est cette complémentarité, cette symbiose aussi, ça c'est dès le départ en fait, on s'est très bien entendu. Moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est ton dynamisme, ton enthousiasme et surtout ta détermination, c'est important. Et nul doute qu'on sera amené encore à organiser de belles actions au profit justement des nombreux malades qui en ont peu besoin et surtout des drépanocytaires. Merci. Je suis drépanocytaire SS, je suis infirmière en santé publique. Et effectivement, avec 2 amis, donc Anouchka et Myriam, on a créé une application mobile pour aider les personnes qui ont la drépanocytose en fait, à gérer leur maladie. Donc noter les douleurs, avoir un historique, pouvoir discuter. Il y a un forum de discussion, il y a tous les drépanocytaires du monde, on partage, on se dit ce qu'on vit, parce qu'en fait c'est une maladie qui peut beaucoup isoler. Il y a un aspect psychologique à vraiment prendre en compte dans cette pathologie. J'ai fait un diplôme d'éducation thérapeutique du patient et aussi de patient expert pour pouvoir faire ce pont en fait, entre l'hôpital et les patients. C'est-à-dire, par exemple, intégrer tout ce qui, quand ils vont créer des protocoles, pouvoir intégrer en fait ça, quand il y a des groupes de parole ou de discussion, faire le pont entre des fois il y a des mésententes entre l'équipe soignante et les patients, parce que j'ai les deux côtés. Je sais qu'un soignant qui voit un patient, il lui a donné des fois une dose de morphine par exemple, où il va dire à faire tomber un éléphant et le patient il est encore là en train de crier la mort. Vraiment, il se dit j'arrive pas à le soulager. Des fois ça peut être aussi, il se braque aussi, ça peut arriver. Le patient de son côté il se dit en fait on veut pas me soigner ma douleur, depuis je dis que j'ai mal, personne ne me croit. Voilà, beaucoup de choses comme ça. On intervient dans les hôpitaux, quand il y a des patients qui sont aussi malades, parce que c'est une association aussi de Drépacare. Et j'interviens à l'école d'infirmières aussi, pour parler de la drépanocytose, dans le cadre de l'ETP par exemple, des choses comme ça. Monsieur Boudoué, mon cher confrère, vous œuvrez pour l'évolution de traitement et prévention. Je vous remercie beaucoup. Je crois qu'on doit clôturer cette soirée. Je vous remercie tous d'être venus et assister à cette soirée très enrichissante. Merci. Juste le sourire pour vous dire merci. La seule personne, l'une des personnes que je voudrais... Viens, Aïssatou, viens. C'est toi qui vas dire merci, c'est pas moi. D'accord? Je dis merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Bon courage. Bon courage.
À tous les autres malades et à moi. Oui. Voilà.